Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans Noir au musée. Anzele Africa, Anzele Africa, Anzele, Anzele Africa, Somalie, Anzele, Anzele Africa, Côte d'Ivoire, Anzele, Anzele Africa, Burkina, Anzele Africa. Celui qui nous intéresse à présent, c'est un homme puissant, un chef guerrier, un homme politique qui a joué un rôle important dans la résistance contre le colonialisme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est une figure emblématique de la résistance contre les colons. Il s'agit de Zoku Belli, le guerrier Bété. Zoku Belli est né en 1835 à Daloa. Il appartient à l'ethnie Bété. C'est un peuple qui habite le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il représente 18% de la population. Ça fait de la deuxième ethnie la plus importante de la Côte d'Ivoire du point de vue du nombre, après les Baoulés qui font 23%. Ils habitent les villes comme Gagnewa, Guibérois, Roi-Gaillot, Soubré, Buyo, Issia, Sayoua et Daloa. Cette région s'appelle la boucle du cacao. Ça correspond à l'endroit où on produit le plus de cacao en Côte d'Ivoire. Les différentes ethnies sont reparties en groupes, donc ils appartiennent au groupe Krou. Parlons de l'homme. Zoku Belli était un homme très riche, riche en terre et en bétail. Il avait plusieurs femmes, mais sa femme principale s'appelait Némézéré. Comment Zoku Belli devient le chef militaire incontesté? C'est lorsque son oncle, le richissime Zakatape Douolé, va mourir au cours d'un combat entre les Zakwa et les Gbete-Tapea. C'est là que Zoku Belli va prendre le pouvoir. Zoku Belli va montrer ses qualités de combattant, de guerrier. Il va aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Zoku Belli a pu asseoir sa notoriété et son autorité dans toute la région de Daloa. Il était tellement fort qu'à 20 ans déjà, il avait remporté une grande victoire en mettant en déroute les Gbeti Tapea qui avaient enlevé la femme de son père. Et au cours de cette bataille, il va tuer le redoutable guerrier du nom de Boluo You. Zoku Belli était très sollicité dans la région pour défendre tous ceux qui en avaient besoin pour leur sécurité. Zoku Belli va profiter donc de sa notoriété, de sa puissance pour asseoir un pouvoir politique. Nous allons donc voir le pouvoir politique de Zoku Belli. Zoku Belli est le chef institutionnel d'un territoire, le Galega, le Zébé et une partie du Galo. Mais tout son territoire s'appelle le Zéblé. Le Zéblé était divisé en 6 circonscriptions qu'on appelle les Dipi. Dipi, c'est tribu. Le pouvoir militaire de Zoku Belli. Zoku Belli avait un tam-tam guerrier, le Azaka Klakpa. Le Azaka Klakpa était le symbole du pouvoir. Il avait une grande armée, il avait beaucoup de combattants. Nous n'avons pas exactement le nombre, mais il avait des combattants entraînés qui
remportait que des victoires. Il défendait son territoire et même au-delà lorsqu'il était sollicité. Zokubeli avait une stratégie militaire particulière. Alors, comment il préparait ses guerres? Il préparait par les renseignements. Il se renseignait sur son ennemi, sur son prochain adversaire dans la guerre. Ensuite, il faisait beaucoup de propagande et d'intimidation. Il y a une technique guerrière qu'il utilisait particulièrement, c'est la technique du camouflage. À propos du camouflage, il disait dans sa langue bété, Kaliyanyo Nazuzo Benon Paba. Ce qui veut dire, un guerrier doit toujours se camoufler avant de tirer son fusil. Pour pallier la lenteur du chargement du fusil à pierre, Zokubeli avait 2 fusils. Son compagnon Bouablé et Koukounione ne le quittaient jamais et l'aidaient à charger ses fusils. Ensuite, il y avait son conseil de gouvernement qui s'appelait le Leta. Le Leta est composé de personnes militaires comme civiles. À ce conseil de gouvernement, les décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité. Donc, c'était la démocratie. Les décisions n'étaient pas du tout imposées. Le Yakasanyo était le conseiller civil et militaire de Zokubeli. Le Gbeko Blanyo, sacrificateur, était chargé de faire respecter tout ce qui est sacré. Il y avait aussi la communication et l'information de Zokubeli. Le Tiblakwa, c'est lui qui est chargé de la communication et de l'information. Il organisait les audiences publiques et privées de Zokubeli. Ce n'est pas fini. Relations extérieures. Aux relations extérieures, le Yeble Sanyo est chargé des relations extérieures avec le Nord, puisque Zokubeli faisait le commerce avec le Nord. Voici comment le territoire de Zokubeli était organisé à l'image de tous les pays africains, de tous les peuples africains qui étaient bien organisés avant la colonisation. Le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire va devenir officiellement colonie française. Et là, les choses vont changer car la colonisation va bouleverser l'ordre qui existait en Afrique, que ce soit l'ordre social, que ce soit l'ordre moral, culturel ou militaire. Donc, c'est la phase de la conquête coloniale avec son lot de guerres, de tueries, de crimes et j'en passe. On va parler de l'organisation administrative. Dans cette organisation, ils vont subdiviser la Côte d'Ivoire en cercles. Daloa, où Zokubeli a établi son règne, va appartenir au cercle de Sassandra. Zokubeli était un homme très hospitalier. Zokubeli recevait avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'égard ses invités à l'Obéa Gallo. Il reçoit en 1902 Georges Thoman. Au cours de cette visite, il va poser une question à Georges Thoman. Est-ce qu'il faut croire ce que disent les gens du Nord concernant les Blancs en disant que les Blancs font toujours la guerre? En 1905, Zokubeli reçoit 3 personnes. Le lieutenant Pierre, le docteur Combe et Gustave Gateuil, qui est appelé par les BT
Gatei. Zokubeli va donc donner son accord pour l'ouverture d'un poste de commandement des colons à Daloa. Parce que pour lui, il pouvait utiliser la présence des Blancs pour consolider son pouvoir. Zokubeli est nommé chef du tribunal coutumier de Daloa. Mais la cohabitation va se compliquer parce que les colons vont instaurer ce qu'on appelle l'impôt de capitation. L'impôt de capitation est un impôt obligatoire que les indigènes devaient payer. Les indigènes, c'est le peuple que les Blancs ont trouvé sur place et à qui ils ont donné le nom d'indigènes. Donc, ce que les indigènes devaient payer par tête de personne et par famille. C'est-à-dire que si dans une famille, il y a 5 personnes, ils doivent payer même s'il y a un bébé. Donc, ça ne dépend pas des ressources, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend du nombre de personnes. Ensuite, les Blancs vont organiser ce qu'on appelle une milice. Ils vont prendre des personnes qui vont être à leur service, à leur commandement et à qui ils vont demander de faire des missions. Ensuite, il y aura des meurtres, des exécutions sommaires. Il y a eu le massacre des Godets à cette époque à Beoumi et dans la région de Daloa. Il y a eu un grand massacre en 1903 et en 1904 des Ngwadagwe. Les milices sévissaient. Il y avait des tueries, des viols, des enlèvements de femmes. Il y a un milicien du nom de Lassina Diaby qui va même prendre une des concubines de Zokubeli, une de ses concubines préférées. Tout ça accompagné d'acculturation, bien sûr. Donc la cohabitation devient très compliquée. Donc petit à petit, les relations vont se cristalliser. Dans l'organisation qui a été mise en place par les colons, dans chaque village était désignée une personne chargée de ravitailler le poste de police des colons en vivres. Donc, lorsque les colons avaient besoin de vivres, ils envoyaient un milicien, entre guillemets, donc un collabo, dans un village pour informer de la nécessité d'apporter des vivres au poste de commandement. Cette personne désignée dans chaque village s'appelait le Banio. Toute l'organisation qui avait été mise en place pesait sur les populations. Un incident va être la cause directe qui va déclencher la guerre entre les Bétés et les colons. De quoi s'agit-il? Le 18 septembre 1906, Moussa Sangaré va être envoyé par les colons dans le village de Doudoua Golo. Lorsqu'il arrive, il fait comme d'habitude. Il exprime les besoins en vivres des colons. Et le bagnon qui est désigné dans ce village et qui a l'habitude d'aller donner les vivres s'appelle Zekle Laba. Donc Zekle Laba va porter les vivres ce jour-là au poste de commandement. Sauf que Zekle Laba ne reviendra jamais de ce voyage. Une semaine plus tard, le 25 septembre 1906, Moussa Sangaré retourne à Doudoua Golo pour demander qu'on apporte des ravitaillements en vivres au poste de commandement des colons. Alors les villageois vont lui demander, mais où est Zekle Laba? Moussa Sangaré et les villageois ne vont pas s'entendre sur cette question et les villageois vont lui verser de la cendre chaude dessus, ils vont le rouiller de coups et avant de quitter Doudoua Golo, Moussa Sangaré va promettre de revenir en force avec les colons pour réprimer les villageois. Zokubeli ne va pas négliger cette menace. Il va prendre cette menace très au sérieux et il va se rendre au poste de Daloa.
Et lorsqu'il se rend au poste de Daloa, il apprend discrètement qu'il est prévu que les colons arrivent à Doudouagolo. Zokubweli retourne au village et il met en place sa stratégie de défense. Alors, le 26 septembre 1906 à 6 heures, Émile Lecoeur, qui est un commis affecté aux affaires indigènes, mais qui est reconnu être très impulsif et très violent, au point que les Bété lui donnent le nom de Bébékor, qui signifie pâte de piment. Et on sait combien le piment brûle. Donc, il va se faire escorter par 10 miliciens qui vont le porter sur un hamac parce qu'à cette époque, les colons ne marchaient pas. Ils étaient portés par les Noirs. Et quand il va arriver dans le village de Doudouagolo, Zokubweli avait déjà tout préparé. Ses soldats étaient camouflés dans la brousse. Émile Lecoeur va être tué aux portes du village avec un milicien qui s'appelle Baba Ndao. Donc le reste de sa petite troupe va fuir par la brousse et vont arriver au poste de police. Les choses vont s'enchaîner à partir de la mort de Émile Lecoeur. Alama Ouattara donc va faire le compte rendu au capitaine Bouvet qui est commandant du cercle de Daloa. Et le capitaine Bouvet va décider d'aller à Doudouagolo. Et lorsqu'il va prendre le chemin de Doudouagolo, il va rencontrer près de 500 à 600 combattants militaires qui sont sous l'ordre du guerrier, de puissant guerrier Zokubweli. Alors, le capitaine Bouvet, il va battre en retraite. Et c'est pas fini. Zokubweli ne lâche pas le morceau. Zokubweli continue la bataille. Zokubweli, à 13 heures, il va donner l'assaut contre le poste de Daloa. Donc, il y aura l'attaque contre le poste de Daloa qui sera pris. À 17 heures, il va donner l'ordre de brûler le poste de Daloa, sauf un des bâtiments principaux qui reçoit les produits commerciaux. Et quand Zokubweli rentre, il prévoit tout. Il va mettre en place une protection des villages et de son territoire. Le pays Bété à Daloa était en état de guerre, en état d'urgence. Et c'est comme ça que le capitaine Bouvier va demander une trêve. Il va chercher à négocier avec Zokubweli. Le 30 octobre, les choses continuent. Le 30 octobre 1907, soit à peu près un an plus tard, Zokubweli est convoqué à une grande réunion qu'on appelle l'Union sacrée. Mais Zokubweli comprend vite que c'est un piège. Il ne va pas se présenter, mais il va se faire représenter. Et quand les colons ne vont pas le voir, ils vont envoyer un détachement militaire à la recherche de Zokubweli. Ce détachement militaire va essuyer une défaite terrible avec 13 morts du côté des colons, sans compter les blessés graves. Là, la guerre bat son plein, la guerre est déclarée. Zokubweli tient tête aux colons. Zokubweli ne démord pas. Le peuple Bété ne recule pas en état de guerre. Pendant tout ce temps, Zokubweli continue d'organiser, il organise le blocus de son territoire, le blocus de Daloa. Alors, les colons sont en colère, il y a un blocus du pays Bété. Donc, ils vont reculer et ils vont se préparer à une riposte fatale. L'affaire devient très grave, ça monte à un niveau supérieur. Le gouverneur de la colonie, M. Angoulvan, va donner l'assaut contre Daloa. 1000 tirailleurs, des armes lourdes de combat, des militaires. Et le pays Bété va souffrir sous le feu de l'armée française.
Les villages sont incendiés, rasés, il y a le viol, c'était le razzia complet, les forces étaient déséquilibrées, le peuple s'est battu. L'histoire nous dit qu'il y a une conquête. Qui dit conquête dit guerre. Zokubeli est un grand chef qui s'est battu, mais les forces étaient déséquilibrées. Si bien que la région de Daloa, le territoire de Zokubeli, va tomber entre les mains des colons. Le capitaine Chambert, qui était chef de poste à Daloa, va faire arrêter Zokubeli le 4 octobre 1911. Zokubeli a 76 ans. Ils vont le déférer à la prison coloniale de Zenoula. Oui, parce que les colons, ils avaient des prisons qu'ils avaient créées en Afrique. Et Zokubeli donc va mourir le 15 avril 1912. Voici l'histoire de ce guerrier, cet homme qui a organisé la résistance contre la conquête coloniale. Il méritait qu'on parle de lui dans Noir au musée. Voici donc l'histoire de ce grand chef guerrier de Côte d'Ivoire, Zokubeli. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sokropa mawa magwala sake to konya golo bri aya madi buje ko mana sakanya to ko mana lo golo tore wata bada yozo ku wa iye wala sokoro